Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Maurice Kamto, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est arrivé dans la capitale économique, Douala, en début de soirée de ce mardi 25 février 2020. Maurice Kamto achève ainsi des mois de vagabondage en Occident, pendant lequel il a rencontré les différentes représentations de la brigade anti-Sardinard. À son arrivée à Douala, Maurice Kamto a tenu un meeting illégal avec ses militants. Patrick Mbala revient sur ce meeting illégal de Maurice Kamto et sa tentative insurrectionnelle avortée. Écoutons maintenant le décryptage de Patrick Mbala. Écoutons. Nous allons parler du retour de Kamto, de son rassemblement illégal et non autorisé à Douala, et d'un certain nombre de choses, parce que toutes ces choses-là qui sont liées. Donc voilà, donc ce que je tiens d'abord à vous dire, c'est que le Cameroun fait l'objet de manœuvres de déstabilisation. Ça n'avait pas commencé sous Kamto, hein. Ça a commencé depuis longtemps. Sauf que certains de ces réseaux-là ont tant bien que mal été neutralisés. Donc, voilà quoi. Ce qui fait que ils ont parié maintenant sur M. Kamto, se disant que bon voilà, s'il arrive à nous sortir d'affaires, nous on le finance quoi. Donc beaucoup l'ont financé. Beaucoup de ces prisonniers politiques incarcérés l'ont financé. Et voilà, donc aujourd'hui, il essaye de se battre pour, n'est-ce pas, essayer de renvoyer cet ascenseur en essayant de jouer son va-tout. C'est du va-tout qu'il s'agit. Mettez les cœurs, dès qu'on parle seulement de Kamto, ils sont comme des fourmis, comme des guêpes, tout de suite là, ils se mettent à envoyer des têtes de mort. Dans le rassemblement de Kamto, on va d'abord commencer à parler de ses raisons. Kamto est sorti du pays d'une façon un peu bizarre. Fond sonore, je sais pas. Je vais voir si la fenêtre est ouverte, je sais pas. Il n'y a pas de fenêtre ouverte, donc le son sonore, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, on a fait sortir Kamto d'une drôle de façon, parce qu'il fallait, n'est-ce pas, aller rencontrer certaines personnes qui allaient lui assurer un certain soutien et de lui donner un certain aura, une certaine envergure, soi-disant internationale. Ça, c'était de un. Il fallait s'appuyer sur la base, hein, mobiliser sa communauté, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La base, tous ces meetings qu'il a organisés, qu'ils soient au Canada, aux États-Unis, en France, c'est sa communauté, essentiellement, c'est à 99%. Et puis il y a quelques faits valoir qu'on met en avant. Hein. Et puis bon, voilà, donc c'est de ça qu'il était question pour sa sortie. Donc, se donner un certain statut international, chercher des soutiens, hein, pas seulement chercher des soutiens, donner des gages, hein, c'est-à-dire des contrats signés dans l'avenir, un certain nombre de choses pour son accession au pouvoir. Hein, donc, par voie insurrectionnelle ou par voie armée. Parce qu'il faut dire que, comme je vous ai souvent dit, c'était Marafa qui avait été choisi par l'Occident, hein, depuis Sarkozy, depuis Obama. Mettez les cœurs, c'était Marafa, c'était l'homme qui avait été choisi par l'Occident pour remplacer son excellence Paul Biya en 2011. Donc, voyant le niveau de trahison contre le Cameroun de ce monsieur, le président dit, dans un sursaut, a rejeté et s'est représenté. Et je ne cesserai de le dire, c'était une bonne chose, parce que si on avait laissé le pouvoir entre un certain nombre de personnes, dont Marafa, je vais parler aussi de Mbongo, parce que Mbongo et Marafa sont les gens qui ont vraiment, je peux dire, menacé, hein, le pouvoir du chef de l'État. Il n'y a jamais eu de personnes comme eux. Donc Marafa était très très structuré, il avait des réseaux étrangers, et voilà, donc Kamto n'était pas celui qui avait été choisi. Il s'est auto-choisi, et il s'est dit, je peux faire l'affaire où vous avez raté, et je vous fais sortir de prison. Donc c'est de ça qu'il était question, et c'est de ça qu'il est question jusqu'à aujourd'hui, parce que le pari est toujours là, ils l'ont financé. Donc Maurice Kamto, en allant à l'étranger, il fallait, n'est-ce pas, montrer qu'il a des gens derrière lui, mais les Occidentaux ne connaissent pas
que la plupart l'opinion internationale ne connaît pas qu'au Cameroun, il y a plusieurs ethnies, ça veut dire plus de 150 ethnies à peu près. Ils ne connaissent pas ça, donc ça fait que lors de ces rassemblements-là, avec les médias et tout, on laisse croire que le peuple camerounais est derrière Kamto, ce qui est une escroquerie. On sait très bien que c'est sa communauté. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la politique en Afrique est d'abord ethnique. Hein. Elle est ethnique, mais lorsqu'on s'appuie sur son ethnie pour lancer des machinations, des mouvements de déstabilisation, des escroqueries politiques, hein, c'est parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors nous disons non. Tout homme politique a un socle politique qui, en Afrique, généralement, c'est sa communauté. Même en France, hein, vous allez voir, Alain Jospin est venu de son village. Il a eu la bénédiction, l'onction de son village. C'est la même chose sur François Mitterrand, Jacques Chirac, paix à son âme. Donc c'est un peu ça. Mais le problème, c'est que chez nous, on instrumentalise ça pour des choses plus nauséabondes. C'est un peu ça. Donc, quand l'opinion internationale voit tous ces rassemblements et se dit, oui, c'est le peuple camerounais. Non, c'est pas le peuple camerounais. La seule preuve, parce que nous allons parler, entre dans son séjour international, son tour du monde, hein, M. Magellan. Voilà. Donc, et puis, son meeting de Douala, si c'était vraiment le peuple camerounais qui l'avait suivi, excusez-moi, qui était avec lui, derrière lui, hier, dans sa tentative de lancer un mouvement insurrectionnel, les Douala, le peuple Sawa serait sorti, les Bassa du littoral seraient sortis pour le suivre, mais personne n'est sorti. Donc, cette dynamique villageoise, je dirais, communautariste, qui s'était tissée au niveau de son parti, à Deido, s'était évaporée dans les rues et les ruelles de Douala, parce que le peuple n'est pas avec lui. C'est sa communauté qui est avec lui. Alors que s'il partait, s'il avait rassemblé au-delà de sa communauté, ce qu'il essaye de faire maintenant, par opportunisme, quand il dit que je vous aime, même si vous me détestez, moi je vous aime, on n'est pas en politique, on n'est pas en amour. On n'est pas obligé de t'aimer. Hein. Tu n'es pas obligé de nous aimer. Voilà. Moi, j'aime les femmes. Non. Voilà. Non. Moi, je ne suis pas obligé d'aimer un homme. Je ne suis pas obligé d'aimer un homme politique. Je ne suis pas obligé. Je regarde ces arguments. Ce n'est pas une affaire personnelle. Hein. Donc, quand on va dans les affaires d'amour, ce n'est pas la religion. Hein. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas la religion. Voilà. Donc, chacun, même si vous me détestez, moi je vous aime. Non, ça c'est de l'escroquerie, raconte n'importe quoi. M. Kamto s'était basé, avait pris pied sur sa communauté et a surfé dessus pour, n'est-ce pas, lancer son insurrection, qui, n'est-ce pas, aurait été non identifiée, informe. Hein? Les Camerounais n'auraient pas su, vite, si on ne n'avions pas alerté avec un certain nombre de personnes, dit que non. Quand vous regardez la constitution de son parti, son état-major, son électorat, tout ce qu'il propose. Quand moi j'avais dit, c'était d'abord pour plaire à sa communauté. Quand il disait, M. Kamto disait qu'il va baisser les impôts pour élargir l'assiette fiscale. Bon, on comprend tout de suite que les ressortissants de l'Ouest, qui sont beaucoup dans le commerce, dans les affaires, seront les premiers bénéficiaires. Donc, c'est un constat. Mais qu'on dit, dès que tu le dis, on te traite de tribalé, c'est pourtant la réalité. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne vais pas revenir à chaque fois là-dessus. Mais, donc, M. Kamto a essayé ça. Après sa tournée où il a rencontré un certain nombre de personnes, vraiment des gens très, très dangereux pour l'Afrique, et qui ont fait du mal en Côte d'Ivoire, qui ont fait du mal au Mali, qui ont fait du mal en Libye, parce que c'est des oligarques. Hein, c'est des puissances financières, c'est des puissances d'argent avec qui M. Kamto allait s'allier pour, n'est-ce pas, lancer le dernier palier de sa déstabilisation. Et il faut accompagner ça avec des organismes comme Human Rights Watch, certains infiltrés dans l'armée camerounaise, parce que c'est des infiltrés,
Et donc, c'est tous ces réseaux mafieux-là qui se sont coalisés, qui sont en commun pour mettre à mal notre pays. Donc, je mets un peu M. Kamto et son rassemblement de côté. Quand je parle de ces réseaux mafieux, je veux parler déjà d'abord de Human Rights. Human Rights, qui est une ONG qui est financée par George Soros. George Soros qui a soutenu M. Ouattara en Côte d'Ivoire, qui a soutenu toutes les révolutions de couleur en Ukraine et dans un certain nombre de pays d'Afrique. C'est un grand spéculateur financier qui place des hommes, ces hommes de paille dans certains palais du monde, à la tête de certains pays. Donc, Maurice Kamto a rencontré ces hommes-là. Et je vous avais dit en 2018, juin 2018, que Maurice Kamto, c'était en août, que Maurice Kamto a rencontré M. Christophe Fomonio au Maroc. Personne ne me croyait, mais vous avez vu le témoignage aux États-Unis avec les photos. Donc, ils ont décidé de le rendre public. Donc, Christophe Fomonio, c'est l'homme de Ping, de Jean Ping, l'homme de Ouattara, et l'homme de Kamto également. Donc, Christophe Fomonio, lui qui est l'homme de George Soros, lui qui est l'homme d'Amnesty International, la CPI, Human Rights Watch, hein, c'est lui qui finance tous ces organismes-là, et puis bien d'autres comme la Open Society, hein, c'est de tuer les identités locales, tuer le nationalisme, les identités des pays, hein, pour en faire un monde ouvert où ce n'est que l'argent qui règne à maître, quoi. Donc, excusez-moi, donc M. Kamto a rencontré un certain nombre de personnes pour, n'est-ce pas, essayer, puisque toutes ces tentatives insurrectionnelles n'ont pas marché. Maintenant, il est question de susciter une intervention militaire internationale au Cameroun. Donc, cela va avec des faux meurtres, des faux assassinats, parce que c'est de ça qu'il s'agit à Gabou, hein, à Gabou, là, dans le nord-ouest. C'est un truc sur faux drapeau, hein, des meurtres sur faux drapeau, c'est quelque chose qui a été planifié. Et ce n'est même pas sûr que ça a eu lieu, mais il y a des actions qui ont vraiment eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a des infiltrés dans l'armée qui sont là pour réaliser des vidéos, des tueries, pour mettre ça sur le dos de l'armée. Aucun militaire n'a été formé pour aller tuer les civils, ça jamais. Et d'ailleurs, même au début de cette crise, l'armée était allée dans le Nozo pour le maintien de l'ordre, parce que les policiers et les gendarmes étaient en nombre insuffisant. Donc on a envoyé l'armée soutenir les forces de l'ordre traditionnelles. Mais malheureusement, tout cela, malheureusement, c'est devenu, ça s'est transformé en guerre ouverte parce que, il faut le dire, Facebook avait supprimé cette vidéo-là qu'il avait présentée avec des éléments sonores qui montraient clairement que les ambassades étaient préparés bien avant 2016. 2016, même si ce n'est pas eux qui ont lancé ce mouvement. Parce qu'il faut savoir, je vous dis, Ambazonie, c'est 3 entités. C'est-à-dire l'entité Boko Haram, c'est-à-dire celui, Marafa, celui qui a organisé cette chose-là, Boko Haram, c'était un prête-nom. Seleka également. Mais malheureusement, notre armée avait bien réagi avec Boko Haram. Et Boko Haram a été mis hors d'état de nuit, même s'il y a de temps en temps des incursions et des attentats par-ci par-là. Mais Boko Haram a été réduit à sa plus simple expression. Donc, Marafa va avec un certain nombre de personnes, certains réseaux occidentaux, puis c'était lui. En 2011, il n'avait pas pu se présenter et il soupçonnait le chef d'État de se représenter en 2018. Donc, il fallait lui créer une rébellion. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais en créant cette rébellion, ça avait commencé par, comme je vous ai toujours dit, par ce mouvement d'humeur des enseignants. Et là-dedans, l'autre entité, c'est les sécessionnistes qui, n'est-ce pas, les parents avaient voté contre le référendum de 1972. De la réunification de 1961, donc du 11 février 1961. Donc, leurs parents, ils ont grandi avec ce discours sécessionniste à la maison, et c'est eux qui ont profité aussi de cette situation-là pour se mettre là-dedans, pour s'encastrer là-dedans, et, n'est-ce pas, mobiliser l'ONU, et les manifestations, et qui étaient aussi pilotées par les réseaux toujours Marafa. Donc, ils se rencontraient et ils se croisaient, s'entrecroisaient pour un intérêt commun, ce qui était celui de faire tomber le président de la République
et le remplacer et, n'est-ce pas, faire main basse et brader nos richesses. Donc malheureusement, ça n'a pas marché, comme je te le dis. Et puis là aussi, il y a aussi Mbongo qui a fait son entrée là-dedans. Vous savez, Mbongo avait formé, quand il était ministre de la Défense, il avait lancé un recrutement de près de 1000 personnes. Et ces 1000 personnes-là, au milieu de la formation, ces soldats du BIR qui étaient n'est-ce pas, destinés à devenir des éléments du BIR, ont été, n'est-ce pas, chassés de la formation. Je crois que j'ai dit 1960, non, je crois que j'ai dit 1961 pour la réunification, le référendum, quoi. Donc, monsieur Mbongo, il se met là-dedans, aussi dans cette affaire, parce que lui, il était dans la logique de coup d'État. Donc, d'abord, déjà, lui, il avait déjà formé sa milice aux frais de l'État. C'est-à-dire, le BIR avait formé près de 1000 soldats qui, de jour au lendemain, on leur a dit, vous avez des faux diplômes. Près de 1200 personnes avaient des faux diplômes, quand même, il faut se poser des questions. 1200, c'est sérieux. Si on trouve encore 4, 10, 20 faux diplômes, 1200. Et comme ça, ils les ont renvoyés au quartier, et c'était en préparation de quelque chose à venir. Et le son, bon, je vais un peu me rapprocher, c'était en préparation de quelque chose à venir. Donc, je ne sais pas si le son est bon. Ok, je vois. Donc, c'était en préparation de quelque chose à venir. Donc, voilà donc comment monsieur Mbongo, avec ces hommes-là, qui on ne sait pas où exactement ils se trouvaient, sont là au quartier, en attendant être actionnés pour son coup d'État. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et l'État, pendant la guerre contre Boko Haram, avait passé des commandes d'armes pour lutter contre le terrorisme, près de 400 milliards. Monsieur Mbongo a fait des doublons, c'est-à-dire qu'il a commandé, il a passé cette commande 2 fois, une pour lui et une pour l'État, donc environ 800 milliards. Donc, vous imaginez, 800 milliards. Et ce que je dis là est étayé par des preuves. Donc, ces armes-là ont été stockées à certains endroits, même dans des pays voisins. Au Cameroun, on a trouvé les armes chez lui pendant des perquisitions, dans une double dalle chez lui. Donc, lui aussi, c'était un casse dans cette affaire des crises anglophones-là. Voilà donc comment différentes entités entrent dans quelque chose créé par Marafa, les sécessionnistes entrent là-dedans, Mbongo entre là-dedans. Et quand tu vois qu'il est en difficulté, le chef de l'État décide de l'interpeller. Il décide donc de financer Maurice Kamto. Il finance Maurice Kamto. Je ne sais pas quel est le volume, je ne sais pas quel est le problème de volume ici, je ne sais pas. Si on peut le voir. Je crois que le volume est bon. Donc, il essaie un peu de financer, peut-être je vais parler un peu à haute voix. Il essaie un peu de financer, il finance Maurice Kamto. Donc, il finance Maurice Kamto, et vous allez voir aussi une certaine Sandy, parce que une Sandy Boston. Je l'ai mentionné dans mon intitulé. Cette Sandy Boston, si vous la regardez bien, si vous allez dans son profil, elle a tenté déjà en passant de s'immoler à Londres hier par un acte désespéré. Parce que quand elle a vu la foule, à Douala, elle s'est dit, ah, ouais, c'est parti, voilà, c'est fini, voilà, Paul Biya s'est plié, mon oncle sortira. Sandy Boston est parentée à Mbongo, mais son père est de l'Ouest. Même la femme de Mbongo est parentée à l'Ouest Cameroun. Donc, c'est donc comme ça que cette Sandy Boston-là, pour embrayer sur elle, était la croix de transmission des financements de M. Mbongo avec la basse. Je dis bien M. Mbongo avec la basse. Vous pouvez voir certaines vidéos de M. certain Niat de la basse qui a parlé, il a vu cet argent-là de ses propres yeux. C'était plus que ça. La basse bénéficie d'un soutien logistique incroyable. Il se déplace dans toute l'Europe, il loue du matériel. Vous ne pouvez pas faire ça avec des petites cotisations de 20 000. Vous ne pouvez pas. Il loue des hôtels, il paye des hôtels, il paye des bus. La location d'un bus, c'est environ 1800 €. Environ un bus de 80 places comme ça. Et voilà, donc ça fait que tout ça fait que quand vous voyez ça, vous comprenez qu'il y a quelque chose de fort derrière, quoi. Et cette logistique-là,
est vraiment, vraiment assise non seulement sur Mbongo, mais aussi sur un certain nombre de personnes qui souhaitent mettre en mal notre pays et le chef de l'État. Donc, il y a beaucoup de réseaux coalisés dans cette affaire-là pour faire tomber le chef de l'État et faire main basse sur nos richesses. Donc, cette samedi Boston-là, si vous regardez très bien, autant d'Ambazonia, alors que la base n'existait pas, elle soutenait déjà Ambazonia. Parce que c'est une affaire de son oncle. C'est pour ça que je l'ai mentionné, sinon elle ne représente pas vraiment grand-chose en tant que telle. Hein. Je ne peux pas prendre des minutes pour rien que pour cette dame-là, sans mépris aucun, parce que voilà. Mais c'est elle qui a assuré la croix de transmission des financements de M. Mbongo vers la base. Parce que M. Mbongo a énormément mis de l'argent dans la base. Parce que lui jouait son vague, tout ce qui pouvait embêter le chef de l'État, tout ce qui pouvait, n'est-ce pas, faire tomber le chef de l'État pour qu'il puisse sortir déjà des prisons et maintenant faire appel à ces hommes. Parce que pour lui, c'était question d'un coup d'État. C'est prouvé. C'était un coup d'État qui préparait. Mais malheureusement, il a été neutralisé au moment où il s'attendait le moins. Il s'attendait le moins. Vous voyez, vous avez eu des presses, des titres, hein, à sa cause, où vous voyez qui osera l'arrêter. Qui osera arrêter Mbongo? Vous imaginez combien est-ce que les gens se couchaient devant lui. Donc, quand vous avez des individus comme ceux-là qui détournent massivement de l'argent, et je veux aussi, parce que ça fait partie de l'intitulé, je veux parler aussi également de cette affaire Mbongo, c'est-à-dire c'est contre le Cameroun, parce qu'il est incarcéré dans une affaire de détournement massif et des faux marchés fictifs, des faux marchés, des marchés fictifs. Ce que je ne comprends pas, c'est que le ministère des Finances, juste aujourd'hui, qui représente les intérêts de l'État, qui a été floué dans cette affaire, n'a pas jusqu'à aujourd'hui, ne s'est pas constitué partie civile dans cette affaire. C'est quand même incroyable. Ça veut dire que Mbongo n'a jamais volé. Mbongo n'a dit, Mbongo, pourtant je vous dis, cette affaire de 400 milliards d'arbres, ce n'est qu'une partie. Sa femme gagnait les marchés dans l'armée jusqu'au cirage. Jusqu'au cirage, jusqu'au bout de lisez les lettres de Jean-Luc qu'on avait, qu'ils ont fait passer de l'autre côté. Vous verrez l'immense richesse de ce monsieur-là. Donc, quand vous voyez un certain nombre de choses, ce monsieur-là joue son va-tout, finançant tel, pourvu que ça aboutisse, c'est-à-dire pour lui, c'est la fin qui justifie les moyens. Bon, jusqu'au début, ça n'a pas marché. Dieu merci, ça n'a pas marché. Parce qu'il faut savoir, Mbongo ou Kanto n'est pas seul. Marafaela, et il y a d'autres réseaux. Il y a d'autres réseaux, mais qui ne sont pas aussi puissants. C'est ça le problème. Donc, tous ces réseaux-là actionnent un certain nombre de choses. Et Human Rights Watch veut aider d'une certaine façon Marafa. Je vous dis, cette affaire de tuerie dans le nord-ouest est une affaire montée de toutes pièces. Le monsieur qui a monté cette affaire a été interpellé le 24 février. Bon, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce qu'il y a des personnes assermentées pour mieux annoncer ça et pour mieux parler de ça en détail, quoi. Il s'agit du gouvernement camerounais, c'est pas ma responsabilité, voilà. Donc, le monsieur a été interpellé et un certain nombre, il doit être ivoirien, il est d'origine nigériane, on l'appelle un certain Yakubu, bon, qui est en contact depuis avec une dame de Human Rights, on l'appelle, elle a un peu un nom compliqué. Il a grossi, quelque chose comme ça. Il a grossi parce qu'elle a un père sud-américain et un parent, il a grossi, quelque chose comme ça, là, un parent italien. Donc, voilà comment donc, ces deux gens-là étaient en commun pour créer cette affaire de fake news, là, cet attentat, cette opération sous faux drapeau, et pour, n'est-ce pas, incriminer la main camerounaise. Donc, et puis, n'est-ce pas, vous avez vu la déclaration de Macron, la tournée internationale de Maurice Kamto, il rencontre Fomunio, les réseaux Soros se mettent en branle,
Human Rights Watch de George Soros, bien sûr, se met en branle, monte une opération dans le nord-ouest. Regardez très bien le timing. Le monsieur Macron qui réagit, interpellant, apostrophant, manquant de respect au président de la République, avec des déclarations, j'ai fait des pressions sur lui, jamais on n'a vu ça sur terre. Même dans un état vassal, on le respecte. Donc, M. Macron était, n'est-ce pas, en mission commandée pour soutenir Kamto, n'est-ce pas, pour son retour au Cameroun, afin que on se dise que non, Paul Biya est désavoué. La déstabilisation de la personne du chef de l'État étant faite, ce meeting d'hier ne pouvait qu'aboutir à une insurrection, n'est-ce pas, qui allait bloquer d'abord Douala, la capitale économique. Mais malheureusement, M. Kamto et son parti et ses partisans sont isolés au Cameroun. Donc, ils rament dans la sémoule, ils rament dans le vide. Parce que si les Douala, les peuples Douala, avaient gobé ces mensonges-là, les peuples du littoral, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, je vois quelqu'un qui envoie les cœurs, s'il vous plaît, merci. Oui, bah, ils disent qu'ils vont me tuer, d'autres disent même qu'ils vont me transférer à ces pays. Donc, c'est comme ça que M. Macron essaye donc d'apporter main forte, non seulement à Kamto, mais à Marafa, pour la chute du chef de l'État. Et il faut savoir que le chef de l'État a résilié un certain nombre de contrats français au Cameroun. Le président de la République nationale de la Sonara, sous silence, il a demandé à la compagnie Total de retirer ses capitaux et son matériel, ses installations au niveau de la Sonara. Ça, personne ne le savait. Le président de la République a n'est-ce pas, nationalisé la SNH. Le problème, c'est que les médias aux ordres, essayez d'envoyer les cœurs, les médias aux ordres, qui sont contrôlés essentiellement par nos frères de l'Ouest, parce qu'on se disait, bon, eux, ils ont les finances, on les laisse contrôler ça. On se disait que, bon, chacun a son rôle, chacun aide le pays, chacun sert le pays à ou à la place qu'il est. Voilà pourquoi ils voient d'un très mauvais œil un monsieur comme Amogo Bellinga, même s'il a des défauts, que je peux, n'est-ce pas, que je ne souhaite pas m'apaisantir dessus, mais il faut savoir que les médias ne font pas mention de ça, on ne fait pas un ramdam autour de ça, parce que ces médias-là sont à la solde des intérêts occidentaux, des intérêts impérialistes. Donc vous voyez que des gens qui savent que le président a nationalisé la SNH, la Société Camerounaise des hydrocarbures, c'est-à-dire que le pétrole camerounais est géré par les Camerounais actuellement à 100% depuis, je dirais, cette année. Mais le décret a été signé depuis l'année dernière. Le président a nationalisé la Sonara. La Sonara est 100% camerounaise. Les Français n'ont plus rien à faire là-dedans. Ne me demandez pas pourquoi elle a brûlé. Les enquêtes se poursuivent. Je ne veux pas m'avancer dessus. Mais il y a des interrogations à se faire. Les Français voulaient nous imposer même la sueur de la Sonara. Excusez-moi, la sueur de la Sonara. Donc, Activa, qui était français, je crois. Donc, et voilà, donc il y a beaucoup de marchés comme ça qu'Activa n'est plus là dans, à la Sonara, et même dans beaucoup de domaines où la Sonara, pas la Sonara, mais les Français, les hommes d'affaires français ne font plus partie. Donc, il y a la Sonara, il y a la SNH qui était contrôlée par la France. Aujourd'hui, elle est totalement contrôlée par les Camerounais. Ça, peu de gens en parlent. Parce que les médias sont à la solde de l'Equinox, c'est des ambazoniens, c'est une télévision ambazonienne, pro-Camto, pro-impérialiste. Et pourtant, c'est une télévision qui avait été financée par, soutenue par M. Bellinga Boutou. Mais ça lui a échappé. Je crois qu'il pleure dans sa tombe là-bas. Paix à son âme. Oui, la trahison n'est jamais loin. Voilà, vous pouvez faire un bébé et puis c'est lui qui vous trahit. Donc, c'est ainsi que monsieur le président de la République a, n'est-ce pas, vous avez vu l'affaire du port de Douala, le conteneur, le port à conteneur, le terminal, autant pour moi, de Douala, du port de Douala, qui a été repris. Donc, tout ça ne plaît pas aux Français. Tout ça ne plaît pas à l'Occident. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin des routes, nous avons besoin des écoles. Comme nous sommes des Africains, nous n'avons pas droit à ces choses-là. Ça, c'est la logique de l'homme occidental. Et quand nous venons ici, il nous rappelle que
ne sont pas chez nous. Donc, finalement, nous sommes où? Nous ne sommes nulle part. Je crois que notre place est dans la mer. On a dit, en Méditerranée, mourir, c'est ça. C'est ça le souhait. La Méditerranée, aujourd'hui, est devenue le plus grand cimetière au monde. Hein? Voilà. Donc, le chef de l'État a résilié un certain nombre de contrats. Si la presse camerounaise était vraiment une presse patriote, bon, elle serait, n'est-ce pas, aujourd'hui en train de parler tout le temps de ces actes posés par le chef de l'État, mais ils ne le font pas. Parce que ça va lui servir. Et ça, cette presse-là, camerounaise, aux ordres des impérialistes, ça ne leur plaît pas. Elle ne peut pas le faire. Il y a le Orange qu'on a demandé de payer de baisser les coûts d'appel. Il y a les brasseries du Cameroun qui est, n'est-ce pas, fait l'objet d'un redressement fiscal de près de 30 milliards. Hein, donc, des gens qui ne payent pas les impôts. Donc, voilà ce que le président de la République a décidé de reprendre une certaine souveraineté et de la donner aux générations futures. Parce qu'il faut quand même reconnaître que les accords néocoloniaux n'ont pas été reconduits. Bon. Et ce que je n'avais pas mentionné dans un direct, où je n'ai pas mentionné, le chef de l'État aussi a résilié un certain nombre de contrats d'armes avec la France. Mark Force, qui était la société avec laquelle M. Mbongo faisait un certain nombre de trafics, tous ces contrats-là ont été résiliés. Je crois quand même que les 800 milliards dont je parlais plus tôt, c'est avec ces sociétés-là. Hein? Voilà. Donc, le chef de l'État a décidé de prendre le taureau par les cornes et il faut lui apporter ce soutien-là pour que demain, les Cabral Libi, les Serge Matomba, les Célestin Jamen, vous qui me regardez, puissiez, n'est-ce pas, ou ça puisse pour cela avoir des coups de franche si jamais ils sont portés aux affaires. Ne parlons pas du candidat du RDPC à venir, parce que le RDPC élira un héritier après le chef de l'État, ce qui est tout à fait normal. Le SDF a essayé avec Joshua Oshi, je crois qu'il prendra un autre. Donc, il faut aplanir les choses, mettre les Camerounais, il faut remettre le Cameroun sur les rails pour un meilleur Cameroun de demain. Mais M. Kamto n'est pas un homme neuf. M. Kamto est un homme des réseaux. M. Kamto est un homme des puissances impérialistes. Hein? Il veut juste se faire un nom parce que il veut aussi écrire son nom sur ce qui est de son droit son droit le plus absolu. Hein? Il a le droit de postuler, hein, de prétendre diriger le Cameroun, mais pas de cette façon-là, en divisant les gens. On n'a jamais vu ça dans notre pays depuis les indépendances. On n'a jamais vu ce niveau de haine, ce niveau de division. Et tous les jours, on crée quelque chose tous les jours. C'est des tentatives insurrectionnelles permanentes, mais qui avortent toujours, Dieu merci. Parce que le peuple camerounais a pris conscience. A pris conscience. Quand vous voyez les Bensekina, les pousseurs, c'est pas une insulte, et tous ces badauds qui étaient à son meeting hier, c'est essentiellement des gens qui sont venus de l'Ouest. Pourquoi? Parce que à l'Ouest, la terre est aride, elle est rocailleuse, elle n'est pas fertile. Donc les gens quittent l'Ouest pour aller se chercher ailleurs dans les métropoles. Et même pendant la colonisation, les gens allaient déjà travailler chez les Grecs, hein, les Français, et voilà, dans les plantations du Mungo. Et c'est comme ça qu'ils se sont installés dans le Mungo pour confisquer finalement le Mungo. Donc, toutes ces choses-là font que vous voyez, quand ils sortent de leur domicile, on a l'impression que c'est tout voilà, que c'est les peuples autochtones, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Chacun a un village. Et quand les gens quittent pour aller faire le désordre au village pour, n'est-ce pas, faire croire que c'est les gens de ceux qui ont de cette partie, de cette contrée-là, qui sont mécontents, moi je dis non.
Et c'est de cette escroquerie-là que j'ai souvent essayé de parler durant toute la campagne 2018, parce que j'avais compris très bien que M. Kamto ne venait pas pour gagner l'élection. D'abord, déjà, les réseaux impérialistes, marafistes, et dont Kamto était l'instrument, voulaient empêcher cette élection. Quand ils ont vu que la date avait été fixée, ils ont dit, OK, maintenant on passe par la phase supérieure, c'est, n'est-ce pas, d'organiser une insurrection pour faire tomber le chef de l'État. Voilà de quoi il s'agit. Voilà de quoi il s'agit. Le MRC n'a pas la structure nationale, l'assise électorale pour pouvoir, n'est-ce pas, penser, dire que j'ai gagné une élection. S'il avait gagné, on l'aurait suivi le 8 octobre. Hein? Il est dans la contradiction permanente. Il dit une fois, oui, on recompte les voix. Il a dit à Douala, on recompte. Tantôt on réorganise l'élection parce que la masse populaire qui était devant lui dit que vous avez gagné, vous êtes là. Mais qui sont devant vous, M. Kamto? Qui sont devant vous? C'est les gens de votre communauté. Les Douala n'étaient pas dehors. Les Bassa n'étaient pas dehors. Hein? Personne n'était... C'est votre communauté. On comprend. Mais ne prenez pas les Camerounais pour des idiots. Hein? On ne peut pas avaler ce mensonge, cette escroquerie politique. Donc, nous sommes là pour, n'est-ce pas, marteler ce message, pour faire savoir que notre pays court un grave danger et les forces impérialistes, au-delà des années au pouvoir, d'abord qu'on n'a jamais laissé le chef de l'État vraiment diriger. Si quand lui seul a tourné 14 milliards avec son cabinet, et je vais vous dire, dans mon intitulé, je parlais des 14 milliards de Kamto, le chef de l'État a eu un dilemme. Parce que si on interpellait Kamto, il fallait interpeller son ministre de tutelle. Parce qu'il était ministre délégué à la justice. Et son ministre de tutelle, là, de l'époque, est du Nord. Avait un Iya Mohamed déjà incarcéré. Avait un Marafa incarcéré. Ah non! C'est clair et net que c'était se couper, c'était le divorce entre le chef de l'État et le Nord. Donc, M. Kamto avait bien été informé de ça parce qu'il avait des gens infiltrés au sein de l'appareil de l'État et même au niveau de la présidence. Il était bien conscient de ça. Il a d'abord commencé par démissionner quand son complice Mbara lui a fait savoir que le chef de l'État est très fâché de lui, ne fera pas partie du prochain gouvernement. Paf, il a démissionné. Démissionné sur quoi? Tu as servi dans un gouvernement pendant 7 ans. De 2011, de 2007. Autant pour moi, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, M. Kamto a fait 7 ans. De 2004 plutôt. 2004 en 2011. Mais M. Kamto ne prend pas des gens pour des fous. Quand donc M. Kamto se rend compte qu'il ne sera pas reconduit, il démissionne. Quand Kamto se rend compte qu'on ne peut pas l'interpeller, on ne peut pas, on l'a convoqué au TCS, M. Kamto, on l'a convoqué soit en 2018, soit en 2017. Oui, mais comme M. Akeremouna, le chef de l'État avait dit non, si vous l'interpellez, comme il est parti trop vite là pour se protéger, on va crier au complot, on va crier à une arrestation politique téléguidée pour museler. Et donc on l'a laissé. Mais il s'est fait sur le fait qu'on ne pouvait pas l'interpeller sans interpeller Amadou Ali et un certain nombre de personnes. Mais on a interpellé à Tangana Mbara. Donc le président de la République a refusé, n'est-ce pas, de se mettre à dos tout le Nord. Avec un Iya Mohamed déjà en prison, Marafan va dire, oh, les sudistes, comme autant d'Aïdjan on appelait, oh, ils n'arrêtent que les hommes du Nord. Et pourtant, ce n'est pas ça. Chacun à son niveau détruit ce pays-là et doit rendre des comptes. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, le président de la République était coincé et Maurice Kamto a surfé dessus pour, n'est-ce pas, faire tout ce désordre, ce spectacle qui a mis
notre pays dans une crise incroyable, une crise sociale. Aujourd'hui, quand on te parle de Bamileke, les Bamileke sont toujours débrouillés, ce n'est pas les Bamileke qui... c'est pas tous les Bamileke qui ont profité du système en place. Hein? Mais quand même, il faut savoir que Atangana Mbara, c'est lui qui fait Congelcam. Et bien d'autres comme ça ont été fabriqués, le Soksuba et plein d'autres. Hein? Des lignes de crédit, des prêts qui ne sont jamais remboursés. Et c'est comme ça que les gens sont enrichis avec le non-paiement des taxes douanières, des impôts et du trafic en tout genre, jusqu'à l'électricité. Les gens trafiquent, c'est-à-dire on a 2 compteurs, on manipule les compteurs, l'électricité. Donc, vous voyez donc que quand on le dit, on passe pour un tribaliste. On tout de suite on est taxé tribaliste. Et pourtant, nous refusons, vraiment nous refusons avec force de continuer à être des esclaves des gens qui ont décidé de mettre en mal le Cameroun, de mettre en mal la politique du chef de l'État. Il n'y a pas d'autre chose. Nous disons non, nous refusons. Ce n'est pas une affaire personnelle contre Kamto. Et puisque Kamto sert un certain nombre d'intérêts, donc il nous trouve en face. Et puisque Kamto était dans une stratégie, nous n'avons qu'apporté des contradictions, nous avons passé notre temps à déconstruire sa stratégie. Elle n'a pas prié. Si les Douala sortaient, si les Douala n'avaient pas été conscientisés, si les Bassa n'étaient pas témoins, les gens du littoral, Douala serait bloqué aujourd'hui comme dans les années 60, dans les années 90. Voilà le port à conteneur, le terminal à conteneur qu'on vient d'hériter à Bolloré. Ça nous aurait servi à rien. Vous voyez à quel jeu monsieur Kamto joue. Macron lui a apporté un certain soutien. Parce qu'en essayant d'humilier le chef de l'État, il a invité le chef de l'État avant l'élection. Le chef de l'État a été réélu. Il est allé à Lyon. Et c'est lui qui commence à dire pas de rencontre à Lyon. Lui qui? Je vous ai dit la dernière fois, un homme de Mbongo avait été arrêté avec 700 millions d'euros en train d'acheter un appartement à Paris. On l'appelle le colonel Mboutou. La police française a mis la main sur lui, a récupéré d'autres 300, notre reliquat du Spactol. 300 millions, ça faisait à peu près 1 million d'euros. Et c'était transporté avec des valises diplomatiques. Il était attaché militaire au Maroc. Ce que j'ai dit, et il a des preuves, lui-même, Boutou, là, il a été arrêté. Donc, il est incarcéré au Cameroun. Donc, quand vous voyez Macron aboyer, c'est parce que le chef de l'État a pris le taureau par les cornes et a essayé de mettre fin à un certain nombre de pratiques. Et pendant ce temps, au lieu de l'aider, moi je ne suis pas RDPciste. Je suis juste Camerounais. Et quelqu'un qui veut le bien de son pays, depuis l'endroit où je me trouve. Vous voyez Human Rights Watch qui a volé au sécu de Kamto aussi. Et de Marafa. Je vous dis, le monsieur qui a organisé ces affaires durant le Nord-Ouest, les tueries de 23 enfants, et de 23 femmes et enfants, et, voilà, il s'appelle Yakubu, c'est un Nigérian. Et il a transmis toutes ces données-là à Human Rights Watch avant que ça soit rendu public. Le gouvernement, je crois, s'exprimera dessus. Parce qu'ils savent. Ils savent aujourd'hui. Et je crois que Human Rights Watch va être chassé du Cameroun et M. Kamto interpellé. Il y a une dame qui est passée sur ABK Radio dont le nom se retrouve parmi les morts alors qu'elle vit à Yaoundé depuis 2 ans. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Donc, les gens sont là pour nous faire grouper n'importe quoi, on fabrique des fausses images, chercher dans des pays voisins, on agence tout ça et on envoie ça dans les réseaux sociaux. Un président en exercice, dit-on de la France,
puissance nucléaire, se saisit de quelque chose dont il ne maîtrise pas, tout simplement parce qu'on lui a dit, fais-le comme ça va servir nos intérêts. Parce qu'il faut quand même savoir que toutes ces entreprises françaises qui sont mécontentes financent aussi les hommes politiques en France. Alors, qu'est-ce qui se passe si Macron ne bénéficie pas si ces gens, avec les marchés qui gagnent au Cameroun, en Afrique partout, n'ont pas ces marchés, c'est la sécheresse. Donc, la campagne électorale déjà des municipales de M. Macron connaît des problèmes de financement. Son parti, son mouvement. Et si jamais, puisqu'il le souhaite, être candidat aux prochaines élections présidentielles en France, il aura besoin de l'argent. Et cet argent-là, c'est des entreprises françaises qui pillent en Afrique. Qui s'enrichissent en Afrique. Bolloré ne paye pas la douane. Bolloré ne paye pas les impôts. Bolloré ne reversait pas de l'argent, des sommes considérables, consistantes à l'État. Donc, voilà donc le complot qui est mis en branle contre le Cameroun, que moi, j'ai essayé et j'essaie de vous faire savoir. C'était l'objet, n'est-ce pas, de mon direct de ce soir. Human Rights Watch est complice d'un certain nombre de manipulations qui, n'est-ce pas, a pour but de salir, de ternir l'image de notre armée, de ternir l'image de notre pays, et afin de faire tomber le président Paul Biya, parce que cette déstabilisation est dure depuis longtemps. Vous voyez ce qui s'est passé à Lyon. Où est la sécurité? Où est la police? Est-ce que vous pouvez arriver aux alentours de l'hôtel où Macron se trouve en Afrique? Je vous rappelle que lors du voyage de Macron en Côte d'Ivoire, en décembre, c'était les forces françaises qui faisaient le contrôle de police. C'est-à-dire, à plus de 3 km, il était impossible de franchir la zone où Macron se trouvait, de plus de 3 km. Mais les talibans de là-bas sont arrivés jusqu'à l'intérieur même de l'hôtel où le président Paul Biya se logeait à Lyon et à Paris. Pourquoi? À cause de la complicité des forces de l'ordre françaises, des services secrets français. Et on voit ce que ça donne. C'est humiliant pour un chef de l'État. Comment il est pourchassé comme un bandit, comme un voleur, et pourtant tout ça est organisé. Je vais vous parler même de ce forum-là, et le président a été parti de là, lors du forum sur le SIDA, ce sommet-là, en donnant, je crois que c'est 3 milliards de nos francs. Que la France nous rembourse ça. À Paris, lors du sommet, lors de la rencontre, là, qui a fait l'objet de toutes les moqueries au monde, hein, on parle d'abord plus français au Cameroun. Voilà, donc on parle anglais, mais parfois on peut se retrouver en train de faire les fautes. Bon, ça devient l'objet. Moi, j'ai vu qu'Amto, il n'a pas pu entonner l'hymne national en anglais à Paris, dans son meeting à Paris. Quelle honte! Quelle honte! Mais on critique les autres. Donc, le président de la République est fait l'objet de déstabilisation. Je veux par exemple vous parler où on lui posait des questions, on avait essayé de préparer un discours, et il y a un monsieur qui le bousculait là, je ne sais même plus, on l'appelle ce qui est soudain, je ne sais plus comment on l'appelle là, je ne peux même pas savoir comment il s'appelle. Je vais vous dire comment un élément de la déstabilisation de la personne du chef de l'État, l'éclairage de cette rencontre-là, pour ceux qui se connaissent en matière d'éclairage, savent que la lumière bleue sur un bébé et sur une personne âgée n'est pas bien. Et notre président de la République a déjà un certain âge. Où est le directeur du cabinet civil? Où était l'entourage du président de la République pour, n'est-ce pas, essayer d'exiger un certain éclairage? Mais il faut voir comment le président est apparu décomposé. Mais ça, c'est l'effet de la lumière. C'est la lumière. Ceux qui organisent des conseils le savent. Vous verrez que c'est des lumières. La lumière bleue, c'est une lumière de tristesse. Et le président de la République est assis, il attend, prend la parole, on le prend en photo. Avec cet éclairage, ça donne l'impression de quelqu'un de 120 ans. Tout ça, c'est la manipulation. Quel était le cahier des charges? Comment est-ce qu'on a préparé cette rencontre?
Même l'entourage du président, c'est pour ça que j'ai parlé, dit franchement, le directeur du cabinet civil, quand même, ça c'est un peu de désinvolture. Parce que on ne prépare ce type d'émission, ce type de rencontre à la lettre. Où est-ce qu'il va s'asseoir? Pendant, qu'est-ce qu'on va lui poser? À peu près, pas tout à fait. Quels sujets seront abordés? Même si on ne parle pas des questions. Hein? Et qui sera son interlocuteur? Mais on a laissé le chef de l'État entrer dans la gueule du loup. Et lui, il vient avec son discours. On lui dit, oui, monsieur, on sait que vous êtes président de la République, mais ici, là, nous sommes tous égaux. Ce Soudanais-là, il a été élu par qui? Il peut parler d'un chef d'État élu à 71% de cette façon-là. Mais tout ça était un complot pour humilier. Et en soirée, après cette rencontre-là, c'est la basse qui courait dans toutes les rues de Paris. Comme quand on chasse des lapins. Et tout ça avec la complicité des services secrets français. Parce qu'aucun service secret africain ne peut laisser. Vous avez vu ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire avec Macron? Ne peut laisser ce genre de spectacle pour un chef d'État français au Cameroun. Ne parlons même pas d'un chef d'État français. Même Idriss Déby qui vient au Cameroun, tu peux pas franchir certains endroits où il donne. Tu peux pas. Mais les gens sont arrivés au seuil de la porte du chef de l'État. Tout ça fait partie d'une tentative, même pas seulement d'une tentative, d'une logique d'humiliation et de déstabilisation de la personne du chef de l'État. Et ça, c'est inacceptable parce que ça nous humilie, nous tous, même les talibans cantouistes là. Quand ils se retrouvent en face des Gabonais, ils disent, oh, vous avez vu ce qu'on a fait à notre président. Ah non, moi je ne suis pas biaïste, moi je ne suis pas du RDP, je suis cantouiste. Mais on ne connaît pas Canto comme président. On nous a retiré de la canne. Cette honte-là est reversée sur tous les Camerounais. Nous nous sommes sentis blessés, humiliés. On pourchasse notre président. Cette masse n'est pas identifiée comme cantouiste. C'est les Camerounais qui pourchassent leur président. Oh, le dictateur. Si nous étions en dictature, le meeting de Canto d'hier aurait eu lieu. Mais c'est des hélicoptères qui auraient tiré des gaz lacrymogènes depuis des stations, des positions stationnaires. Mais on n'a même pas vu l'ombre d'un policier. Voilà la dictature. Je crois que c'est même plutôt le président de la République qui sort gagnant de là, parce que de ce meeting-là, parce que quand on ne peut pas dire qu'il est muselé, il ne peut pas dire qu'il est muselé. Et après ce meeting-là, quoi? Il a dit qu'il fera appel. Les gens, s'il était question de bloquer Douala, ils ont dit qu'ils vont marcher vers Yaoundé, mais il a bien vu le risque. Après, ça sera quoi? Les élections législatives, toute la saison des élections est terminée. Les élections sont terminées. Présidentielles, sénatoriales, législatives, municipales, il y a encore quoi? Les meetings sont maintenant interdits. Vous allez tenir un meeting en tant que qui? Vous avez boycotté. Le prochain meeting doit être interdit et sera interdit. Et si Canto s'amuse, on va l'arrêter, on va l'interpeller, on va le remettre dans sa chambre à Kondengi. C'est quoi qu'elle doit, si elle est libre, on va la libérer, rien que pour lui. Parce que ça devient inadmissible, ce défi permanent lancé à l'État du Cameroun. C'est inacceptable. Donc, à un moment donné, il faut dire stop. La campagne électorale est terminée, mais Maurice Kamto est encore en campagne. La campagne de quoi? Il a boycotté. Qu'est-ce qu'il veut? L'insurrection, ça n'a pas marché jusqu'ici. Ça fait déjà 2 ans. Que veut-il? Un bain de sang pour susciter une intervention militaire au Cameroun? On a évité toutes ces provocations. Ils sont allés chercher, ils allaient s'associer aux puissances d'argent, aux puissances de déstabilisation comme Human Rights Watch, les George Soros, les Christophe Fomunio, pour fomenter quelque chose qui n'a jamais eu lieu. J'ai dit ce monsieur qui a fabriqué l'affaire de Bamenda, c'est soi-disant tuerie. Vous savez, on peut mettre votre nom à partir du moment où il y a des réfugiés qui se retrouvent, des réfugiés camerounais qui se retrouvent au Nigeria. On peut faire inventer des listes. Hein? On peut inventer des listes, mettre votre nom dedans. À partir du moment où vous êtes dans un camp de réfugiés ou dans une forêt au Nigeria, qui viendra prouver que vous n'êtes pas mort? Et pourtant, c'est faux.
Je vous dis, le monsieur qui a réalisé cette affaire, cette opération, sous faux drapeau, il s'appelle Yakubu. Et le Yakubu, c'est du Nigeria. Des armes continuent à entrer. Des armes sont achetées. Ça, Madame Kawala, le Ridak, le monsieur Kamto et tous ces gens coalisés n'en parlent pas. C'est parce que Facebook a interdit la publication des choses. Moi, je vous aurais publié des soldats qui sont égorgés jusqu'aujourd'hui. On l'égorge, on le tue et on fait marcher une pick-up sur sa tête. La tête devient comme un tournevis. Un tas de chair. Pour certains, ils jouent au ballon avec les têtes des policiers. Quand on dit que les maisons sont brûlées, vous voyez ce que Equinox parle, dont Equinox parle. Aujourd'hui, il y a des gens qui portent la tenue militaire, la tenue du BI, dont on ne sait pas où ils viennent avec, où ils ont pris ça. Quand ils arrivent dans un village, commettent des exactions, on met ça sur le dos de l'armée camerounaise. Donc, mes frères et sœurs, notre pays, la phase, le niveau, l'étape où nous nous trouvons, c'est une étape à très très haut risque. Soyez très vigilants, soyez très attentifs. Il n'y a rien de tout cela qui soit vrai. Je vous avais dit depuis la vidéo du Nord Cameroun, où il y avait des enfants qui avaient été tués, avec des mamans qui avaient été tuées avec les enfants sur le dos. Quel est l'intérêt d'une armée de faire ça? Des gens désarmés. On vous dira, bon, on les a arrêtés. Mais il y a aussi des réseaux qui font tout pour que ces gens ne soient pas jugés. Bon, même s'ils sont jugés, c'est le tribunal militaire et c'est la grande muette. Ils ne sont pas censés informer le jour du procès parce que c'est la grande muette. Mais il y a des opérations, des exactions, des trafics qui se font dans le nord-ouest qui sont du fait des militaires infiltrés. Certains même au service de Mobongo. Moi, je vous dis, parce que vous savez, je peux me taire par peur de ma vie, parce qu'il me menace de mort. Mais si je me tais, et que ces 400 personnes, ces 500 personnes qui m'écoutent là, ne sont pas au courant d'un certain nombre de choses, je crois que je m'en voudrais d'être en vie en ayant gardé ce secret, en n'ayant pas dit. Je vous ai apporté par A plus B à chaque fois, à chaque étape. Je vous dis, c'est ce qui se passe. Ne me demandez pas comment je sais. Mais vous savez très bien, et preuve à l'appui, depuis 2016, depuis d'abord 2014, je vous dis, le Cameroun fait l'objet d'une déstabilisation. J'avais fait une carte, j'avais de façon graphique, j'avais imagé les choses en disant, le but de ces puissances de déstabilisation, c'est quoi? Créer des poches, des mouvements hostiles autour du Cameroun, autour de la frontière, pour éparpiller nos forces de défense. C'est le cas. Bon, heureusement, là-bas, on a créé une force multinationale. Donc, on les a vite éteints. Boko Haram. Heureusement, là-bas, ils étaient sûrs que ça va prospérer et le pays serait coupé en deux, comme en Côte d'Ivoire. Et puis, le gouvernement de l'Union nationale, vous connaissez la chanson Marcoussi 1, Marcoussi 2, à la loi Laurent Gbagbo. Ça n'a pas marché. Toujours dans la logique d'éparpillement, ils ont créé un Ambazonia. Toujours pour éparpiller nos forces. Et à l'intérieur, je vous avais dit en 2014 qu'ils créeront une révolution ethno-fasciste. Ils ont tenté, vous avez vu, Betty Boulou, Bamileke Boulou, Bamileke Betty. Ça n'a pas marché. Parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Les Boulous ont les enfants avec les Bamileke ont les enfants avec les Boulous. Bon, si on commence à s'entretuer, donc on tue ces enfants-là aussi. Donc ils ont tenté anglophone, francophone. On parle anglais. Les écoles bilingues sont partout à Yaoundé. Partout au Cameroun, les écoles bilingues maintenant. On te dit qu'on a un problème entre francophones et anglophones.
Il y a ceux qui sont mariés avec les anglophones, francophones, anglophones. Les mêmes peuples. Les Sawa, c'est les Bakweri. On est même ancêtre avec les Bakweri de Boya. Les gens du nord-ouest ont les mêmes ancêtres que les Bamileki, les Bamoun et une partie des Bafia, parce que c'est les descendants Tika. Le problème, c'est 3-4 niveaux. Simple manipulation. Les gens gobent ça et ça crée une guerre civile. Mais le peuple camerounais n'est pas dupe. C'est là où vraiment je suis très heureux quand je vous regarde, vous qui me suivez, quand je regarde un certain nombre de personnes qui me suivent, quand je regarde qu'aujourd'hui, ce que j'avais annoncé, c'est réalisé. Alors qu'il n'y avait même pas encore une école brûlée. Nous étions en novembre 2016 quand j'ai commencé à annoncer. Je vous ai dit, faites très attention. Il y a des puissances étrangères qui se cachent derrière cette chose-là. Quand même, après une grève, on range les pancartes, les banderoles. Mais pourquoi une grève des enseignants? Pourquoi une grève des avocats peut se transformer en conflit armé? Et pourtant, moi, en soi, j'avais appris la common law. J'ai appris la family law en anglais. Il fallait écrire ça en anglais. Et composer en anglais. Il y avait la general sociology en anglais. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la France était partie dans une logique de francisation de cette partie du nord-ouest. Francisation, il fallait franciser les anglophones. Parce qu'il fallait repousser l'anglais de la zone d'influence de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand ça a pété, comme on dit, ils ont laissé la patate chaude au chef de l'État, qui s'est débrouillé à gérer cette crise en répondant à toutes les doléances, sauf à ce qu'ils appellent le fédéralisme. Parce que ce n'est pas à un syndicat de décider de la forme de l'État. Quand Maurice Kamto parle de la forme de l'État, c'est lui qui a écrit le code pénal, non? Il était parmi des penseurs de la Constitution du Cameroun. La Constitution du 18 janvier 1996. Maurice Kamto est un constitutionnaliste. C'est un publiciste, ce n'est pas un homme de droit privé. Donc aujourd'hui, il vient parler de la forme d'État pour faire les yeux doux aux anglophones qui ne veulent même plus entendre parler de lui. Parce qu'il les a bernés. Il sait que le Cameroun est indivisible. Mais il se lance dans des jeux dangereux. Et après, il se met à reculer. Parce que ces gens, moi je vous avais dit, vous parlez de fédéralisme. Le jour où vous allez parler de fédéralisme, ils vont déclarer la sécession totale. Le jour où on va accorder ça. Nous sommes encore des États fragiles. L'Allemagne, où je me trouve ici, était un État fédéral. Au départ, ils étaient 400 États. Mais pendant près de 300 ans, ils ont cheminé, ils sont 16 États aujourd'hui. Il y a l'Autriche qui est partie, il y a une partie de la Pologne qui est partie, il y a l'Hongrie qui est partie. Et il ne se reste que 16 États. Donc, ce qu'on fait, c'est que l'Afrique, les Africains excellent toujours dans le copier-coller de ce qui vient d'ailleurs. Nous avons nos réalités africaines. À nous de trouver un système adapté à nos cultures, à notre sociologie et l'implémenter. Pas besoin d'aller chercher même la décentralisation. Déjà que la décentralisation, c'est un semblant quand même de quelque chose. Pas un semblant, mais un semblant par rapport à la fédération. Parce que le problème dans la fédération, c'est le statut d'État fédéré qui fait problème. Avec le niveau d'infiltration des Occidentaux en Afrique, il est clair et net qu'on peut mettre un homme de paille à la tête d'un État fédéré qui déclare un jour, comme le Katanga, son indépendance. Et des armes sont déjà stockées. Le jour où vous arrivez, vous voulez défendre votre souveraineté, vous voyez des gens hyper entraînés, vous voyez qu'ils étaient entraînés dans des pays voisins, comme ça s'est souvent passé, ou ils se sont entraînés en Occident, et ils sont venus là, attendant le moment des cellules dormantes. Donc, toutes ces choses-là sont très, très dangereuses, et M. Kamto joue avec. Notre pays, ils sont dans la stratégie du chaos aujourd'hui. Ce qu'on appelle le pays, le Sagat. Donc, qui perdra dans tout ça? Moi, je ne cesse de le dire. C'est quand même ceux qui sont plus dans les villages de l'autre. Parce que si,
par hasard, ce qu'il dessine, ce diable de guerre, ce démon de guerre civile, si par hasard ça prenait, mais je vous assure, c'est les Bamileke les plus grands perdants. Qui a les immeubles tels que Santa Lucia? On ne porte pas Santa Lucia, un immeuble parole sur la tête d'Ove. Ne parlons pas de Foku, Kiferu, Soksuba. On demande toujours à l'acheter les cordes de Shofoku. Mais si ça éclate, vous allez porter vos cordes alors. Vous allez vous prendre avec 8 cordes. 10 cordes, chacun aura une corde pris Shofoku pour entrer avec dans son village. Donc, on vous présente les choses. Ce n'est pas du tribalisme. On vous présente simplement les dangers. Parce que nous sommes une nation qui est appelée à vivre ensemble. Nous sommes des communautés appelées à vivre ensemble et condamnées à vivre ensemble. Voilà pourquoi on nous appelle l'Afrique en miniature. Donc si les Occidentaux, dans leur plan ourdi de déstabilisation, de faire main basse sur nos richesses, si nous ne comprenons pas, non, ça veut dire que nous sommes idiots simplement parce que là l'histoire se répéterait. Nous avons l'esclavage, nous avons la colonisation, la néocolonisation, et nous avons des gens qui veulent encore prêter le flanc à ces mêmes gens qui hier nous ont esclavagisés. Sérieux. Donc, je veux me résumer. Cette affaire de tuerie qui a fait l'objet d'un tapage dans les médias et qui a fait réagir le président français à cause d'un certain pseudo camerounais, un certain Calibri, qui, n'est-ce pas, a pu entrer dans ce salon-là, mais on me dit, grâce à un badge à lui donné par la télévision Canal 2. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il a été rapporté. Parce qu'on n'entre pas dans ce milieu-là sans badge, sans accréditation. Tu peux aller au salon de l'automobile, au salon de l'aéronautique. Le jour où les politiques viennent, c'est porte close, c'est à guichet fermé. Pour des raisons de sécurité. Après, c'est ouvert, c'est les foires. Bon, maintenant, un monsieur comme celui-là qui se met à aboyer à une certaine distance. Mais ce n'est pas anodin. Tout ça est planifié. Tout ça a été planifié. Interpeller un chef d'État. Monsieur Macron, c'est pas ton ami, c'est pas ton camarade de classe. C'est un chef d'État, c'est la fonction présidentielle qui se déplace avec tout le respect qu'on lui doit. Mettons Macron de côté. Vous ne mangez pas les beignets ensemble. Mais comme c'est quelque chose de préparé, il faut, n'est-ce pas, accorder de l'attention à ça pour faire passer un message. Et c'est ce message-là que M. Macron a passé au président Paul Biya. Il a fait pression pour qu'on libère Kamto. Faire pression, ça veut dire que le président Paul Biya ne voulait pas le libérer. Et si M. Kamto continue, on va l'arrêter. Il sera interpellé. Moi, je vous l'ai dit. Et comme ça, quand ces puissances étrangères viendront bombarder le Cameroun, moi, j'appelle les autorités camerounaises à transporter M. Kamto et l'amener au lieu des bombardements. Où se trouve le tapis de bombes là, pour qu'il en prenne quelques-unes, quoi. Je vous le dis. J'appelle les autorités camerounaises. Si jamais M. Kamto commet encore un impair, se livre toujours dans sa démarche de défi des institutions, qui soient interpellées. Et le moment où les puissances occidentales viendront bombarder notre pays, qu'on le transporte au lieu d'un bombardement, on le laisse là-bas avec la voiture. Pour qu'il reçoive ce qu'il allait chercher ailleurs. Qui sème le vent récolte la tempête, hein? On ne peut pas continuer comme ça. Je dis, je me répète, je vous avais dit, M. Kamto est de connivence avec certaines personnes qui veulent déstabiliser notre pays. Vous avez vu Christophe Fomunio. Ils étaient en photo. Nous avons publié ces photos. Ils se sont rencontrés à New York. Il a rencontré M. Herman Cohen qui a tout fait pour déstabiliser le Congo-Kinshasa. C'est des grandes familles de puissance d'argent que M. Kamto a raconté.
Thibor Nagui. Je ne vais pas vous raconter pourquoi Thibor Nagui en veut personnellement au Cameroun. Personnellement, ça date depuis les années 90 quand il était conseiller de l'ambassade, de l'ambassadrice, d'une certaine ambassadrice qui avait soutenu M. Nidjon Frondi. C'est là où sa détestation du Cameroun est née. Ce n'est pas des affaires d'aujourd'hui. Je ne veux pas vous, parce que c'est quand même un truc sensible, je ne veux pas m'engager là-dedans. Mais il faut faire très très attention parce que ces gens, leur agenda, il faut le déjouer. Il faut le déjouer. Et vous le déjouez tous les jours en refusant d'avaler tous ces couleuvres, toutes ces salades. En refusant, n'est-ce pas, de céder à la provocation. Moi, je vous salue. Et je salue aussi l'État camerounais. Parce que toutes les tentatives de provocation, ils avaient voulu un bain de sang dans le nord-ouest. Ça n'a pas eu lieu. Et je n'ai cessé de vous le dire. Avant que le chef de l'État ne déclare la guerre à l'Ambazonie, je crois que c'était le 14 novembre 2017, le Cameroun avait déjà perdu 37 soldats au large du Bill, au large de Bakassi. 37 soldats. Le bateau qui avait coulé là avait été coulé par les Ambazoniens. J'ai une vidéo. J'ai jamais publié la vidéo là. Mais je vais la publier. Peut-être demain, je ne sais pas. Mais il dit clairement comment ils avaient fait pour arriver là. Avec des lance-roquettes. Ce monsieur-là vit en Belgique. On l'appelle Cheikh Avi. Je l'ai présenté ici comme étant un très grand fournisseur d'armes. Je veux même publier ce soir une de ses photos où il est en train de s'entraîner dans un champ de tir en Belgique. C'est lui qui a fait entrer les premières armes en Ambazonie. Entraîner les premiers combattants. Bien avant certains événements. Donc, restons éveillés et toujours éveillés parce que ces gens-là, tel que ça a commencé, n'abandonneront que lorsque le Cameroun sera à terre. Lorsque le Cameroun sera à terre, et voilà, ils vont le dépêcher. Le Cameroun va éclater, toute la sous-région va éclater, le Nigeria va éclater, le Congo Brazza va éclater, la Guinée équatoriale va éclater, les exportations vers le Tchad vont s'arrêter, la Centrafrique, le Niger. Il y a un homme politique français qui disait, si l'Afrique est un pistolet, si l'Afrique est un revolver, alors la goupille, alors la gâchette, autant pour moi, se trouve en Afrique centrale. Regardez très bien la position du Cameroun et dites-moi si je me trompe. Donc, que chacun de vous soit un soldat à son niveau, à travers la conscientisation, à travers les messages que vous apportez à ceux qui ne savent pas. Et j'espère que même ce qu'on appelle les talibans, parce qu'ils nous appellent les sardinats, reviendront, retrouveront la raison. Parce que c'est de ça qu'il est question. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Sans distinction ethnique, communautaire. Nous avons toujours vécu ensemble. Mais d'où viennent ces Satan, ce Ngana et son Maurice Kamto? D'où viennent les Wanto, les Maxignon Ivoire et les mercenaires comme les Calibri qu'on va louer? Et moi, comme je dis, si vous voulez, on va finir comme la Centrafrique. On va finir comme la Libye. C'est ce qu'ils nous ont présenté, Benghazi. Mais tout le monde est unanime que Kadhafi n'a jamais tué personne à Benghazi. Mais pourtant, c'est ce qui avait été le motif de l'intervention des forces coalisées démoniaques contre la Libye. Les Kadhafi, ils l'ont assassiné. C'est ce qu'ils veulent répéter au Cameroun, parce que le Cameroun est immensément riche. Attendez un peu. 500 types différents. 500 types de richesses, sans vous dire rien. Ça dit, on trouve la bauxite, les matières rares, les terres rares, le diamant, l'or, le cuivre. Ce n'est même pas encore exploité.
Le président de la République avait dit non, laissez les paysans à l'Est exploiter leur or. Vos affaires de compagnie minière, là, je connais où ça finit. Laissez les villageois se débrouiller. Et il y a quand on parle de pétrole à Bakassi, mais il y a aussi le pétrole dans le Vouri. À Bonabéry, il y a le pétrole. Vous savez? Vous ne savez pas? À Beaumont, il y a le gaz, hein, chez Ekane. Hein, Madame Marianne Ekane, c'est pas si elle me suit. Il y a le gaz là-bas. Il y a le... Ça dit que chaque hectare au Cameroun, il y a l'or dans un pays Bassa. Il y a l'or là-bas. Peut-être Cabral Libye finira hors païen. C'est une blague. Non. Il faut un peu d'humour pour détendre l'atmosphère, mais c'est très grave. C'est très grave. C'est que Human Rights Watch a fait, ce fait qu'il a fabriqué pour susciter une intervention militaire au Cameroun, allez le dire aux autres. C'est un certain Yacouba qui a réalisé cette affaire-là. Je ne vais pas vous montrer certains trucs, hein, mais je vous dis, il est nigérien. Et il a transmis ça à un certain... il a Grossi, qui est une dame, en tout cas, c'est la représentante de l'ONG Human Rights Watch au Cameroun. C'est elle. Et donc, il était question, déjà qu'en avril, on nous parlait des sommets où on va débattre du Cameroun sans les Camerounais. Vous avez vu la déclaration de Macron, vous avez vu l'emballement des réseaux sociaux, vous voyez la façon que les médias français traitent le Cameroun. Il faut résister. Il faut résister. Vaut mieux debout, mourir debout, que de mourir couché en lâche. Et faites-le savoir à nos frères talibans. Parce que vous appelez ça Dina. Ben je prends ça. Non, faites-le savoir. Et je crois que le gouvernement camerounais va communiquer dessus. Ce n'est pas mon rôle. Je vais juste apporter des détails. Et ils ont la responsabilité de faire savoir ça au monde entier. Que ce faux motif qu'on est en train de chercher pour attaquer militairement le Cameroun a été fabriqué par un certain Yacoubou. Aucune armée n'est formée pour tuer sa propre population. Au contraire, au contraire, sa mission est de protéger la souveraineté, les biens des personnes, pas de tuer. Il y a eu des fois des dérapages. Des dérapages tels que vous êtes pris, l'armée est pris de court avec des tirs nourris, des embassonnés, parce qu'ils ont des armes sophistiquées aujourd'hui, que l'armée réagisse d'une certaine façon. Mais ce n'est pas l'objectif de l'armée d'aller attaquer les civils. Et le problème, c'est que la population du Nord-Ouest, aujourd'hui, elle se réveille. Mais au début, ils n'ont pas collaboré. Sinon, il y aurait eu des comités d'autodéfense, des comités de vigilance qui renseigneraient l'armée. On leur a vendu le rêve de l'indépendance. Des mondes merveilleux. Ça fait 4 ans déjà, ils n'ont pas eu ça. On leur a promis aux embassonniers 80 000 pendant la guerre et des salaires mirobolants à la fin de la guerre et donc à l'indépendance acquise. Ils n'ont rien eu. Les enfants ne vont pas à l'école. Il y a déjà près de 3500 morts. Militaires y compris. Quand le manipulateur, l'imposteur Kanto parle, il parle de 12 000 morts. Il prend sur ces chiffres où M. Kanto est allé la dernière fois dans le Nozo en 2015. Si c'était en 2016, en tout cas, ça pouvait être vers février 2016. Mais dans tous les cas, il n'a jamais mis les pieds là-bas depuis que ce conflit a déclenché. Et pourtant, Cabral Libye a failli mourir. À Batibo, M. Kanto allait compter les morts, allez dans le nord-ouest. Pourquoi il a peur? Le journaliste de la BBC lui a demandé comment il fait pour savoir le nombre de morts. Il dit que c'est ce qu'on dit. Un homme politique qui fait des déclarations, des on-dit. Dans des médias, des on-dit. J'ai entendu.
des associations. Mais quelles associations? Le REDAC, qui est au service de Marafa. Elle avait Alice comme les Kawala. Des associations. Amnesty International, on sait pour qui roule Amnesty International et c'est financier. Human Rights, j'ai les problèmes de dire Human Rights Watch, autant pour moi. Ils roulent pour qui? C'est des gens qui sont là pour fabriquer des faits. Ils ont fait ça en Syrie, avec des histoires montées de toutes pièces sur des enfants gazés. Et pourtant, ça n'a jamais, alors vraiment jamais été le cas. Comme on ne change jamais de méthode qui gagne, on reprend les mêmes méthodes, on remet sur la table. C'est ce qui se passe au Cameroun depuis 2016. On parle de génocide, on parle de ci et de ça. Et pourtant, les leaders anglophones, eux-mêmes, ils disent que cette affaire leur a échappé. Éric Tato, il le sait. Il ne contrôle plus la situation. Les Marc Barretta, on dit le gouvernement national où sont les frontières de notre État. Mais tous les jours, là, ils sont à parler. Et pourtant, ils le disent en privé. Chris News, je vais partager cette vidéo, il dit clairement que cette affaire de révolution, c'était un fake. C'est une escroquerie. Mais ils ne vous disent pas ça en public. C'est une vidéo volée. Donc, il y a toujours les gens qui pensent que l'herbe est plus verte chez le voisin. Conclusion, on tombe toujours dans le piège de l'Occident. On brade nos richesses. On se noue encore de nouvelles chaînes pour les 100 ou les 200 prochaines années. Et moi, ça se fait sans moi. Parce que je apporterai toujours ma part de vérité pour que les gens sachent ce qui se passe. Les réseaux Mbongo qui ont profité d'un certain nombre de choses, un certain réseau, et les réseaux Marafa, et les Kamto, et l'Occident, tout ça, je passerai mon temps toujours à dénoncer. Même si mes menaces de mort. Mais je préfère vous dire un certain nombre de choses et rester tranquille avec un goût du devoir accompli que de dire « Ah non, j'ai peur de ma vie, je ne dis rien. » Et pourtant, je sais. Je savais la crise anglophone. Boko Haram. Kamto, quand il me traite de tribaliste, c'est juste parce que j'ai retourné les stratégies de vouloir isoler les boules ou les bêtis pour que les autres communautés les massacrent dans leur logique insurrectionnelle. C'est tout. Et moi, mon but était de montrer que ces gens-là sont dangereux. Voilà ce qu'ils cherchent à faire. Et vous tous, vous avez compris. Le peuple camerounais a compris. Je vous dis merci. Merci d'avoir été nombreux de m'avoir pour être là à m'écouter. Même si pour partager, il y a ceux qui ont le panari au doigt, c'est partager, c'est comme s'il faut payer les impôts. Mais dites-moi, on paye le partage, c'est combien? Alors, je ne paye pas les vues. S'il n'y a que 20 personnes qui sont là à m'écouter, ça me fait chaud au cœur. Ceux qui envoient des cœurs, je suis très content. Content parce que ça m'encourage. Il y a des gens qui m'envoient des prières, qui prient pour moi, que Dieu me garde, que Dieu te protège, qui m'envoient des trucs comme ça, des prières. Ça me fait chaud au cœur. Mais moi, on écrit l'histoire de notre pays. Et chacun a sa façon. Moi, je me bats pour un Cameroun de demain. Un meilleur Cameroun. Mais si c'est pour dire que c'est le Cameroun de Kamto. Quelqu'un comme Célestin Djamé est un fin politicien. Il est mieux éclairé que Kamto. Célestin Djamé a fait ses banques quand même dans le Parti Socialiste. Ce qu'il dit, il dit lui-même que ce serait une honte pour lui de se voir libéré des chaînes de leur pseudo-dictature. De se voir libéré par l'Occident. Mais M. Kamto est allé nouer les liens avec ces gens-là. Donc, restez vigilants. C'est très très dangereux. Il comptait attaquer le Cameroun d'ici le mois d'avril, tel que les choses sont planifiées, avec les déclarations de Macron qui désavouent nos hommes politiques élus.
Tout ça parce que la France est aux abois au Cameroun, dans le domaine des affaires. Il ne le dit pas. Comme je vous ai dit, des contrats d'armement avec ma force ont été résiliés. C'est Mbongo qui les avait passés. Vous avez vu le terminal à conteneurs de Douala, c'est revenu au Cameroun. La Sonara a été renationalisée. La SNH, Orange doit baisser ses coûts. Il doit même payer aussi des impôts. Il doit à l'État. Il y a les brasseries du Cameroun qui doivent à l'État. Et voilà, soutenons le président de la République pour ce qui lui reste de ce mandat. Même pour celui qui ne le soutenait pas. Vous voyez, je vous apporte des preuves qui sont méconnues. Pourquoi? Parce que la presse camerounaise aux ordres ne rend pas public ces choses-là. C'est ça le drame. Donc le président se retrouve seul et même pour implémenter ces choses-là, il y a des gens que je sais, j'ai failli oublier. Vous voyez, le président de la République demande à enquêter sur une personne ou à enquêter dans un domaine où il lui a été rapporté qu'il y a des détournements qui se font. Vous imaginez que les équipes, les hommes chargés d'enquêter vont voir les détourneurs. Il y a le chef de l'État qui a dit que nous devons enquêter. Et on les a donné des frais d'émission pour enquêter. Ils vont voir les détourneurs, les prévaricateurs, et on leur verse de l'argent. Des gens comme, on appelle qui, Atangana Kuna, quand il allait en prison, il avait laissé 2 coffres forts remplis de devises. Ces coffres forts ont été vidés. C'est parti où? 2 coffres forts pleins de devises. C'est allé où? Après, on va dire, oh, la justice camerounaise ne recouvre pas, la justice camerounaise ne fait rien, on les arrête, mais où est l'argent? Des gens s'organisent pour mettre en mal la justice, pour que personne ne rembourse. Quand même les biens sont, quand on identifie un compte d'un prévaricateur, cet argent sort de l'autre côté, par derrière, et on vous présente un compte avec 500 000. Alors que là-dedans, il y avait 500 millions. On a juste découpé, on a juste retiré certains zéros. Comment un chef d'État peut diriger le pays? C'est-à-dire, même quand il veut renouveler les équipes, il s'avère qu'il y a certains clans, certains réseaux qui s'arrangent à ce que c'est leur homme qui passe et tout. Et on recommence encore dans les mêmes travers. Vous voyez en réalité des gens qui devaient être interpellés, mais par manque de preuves, ils restent en liberté. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui en profitent pour faire des affaires. Les gens font des affaires avec Mbongo, étant en prison. Les Atanganakuna, les Mbara, même ceux qui sont encore en liberté, on, n'est-ce pas, paye pour ne pas être convoqués devant les juridictions. Vous trouvez ça normal? Où est le fils d'Ngannou Djumesi qui avait été interpellé? On l'a libéré. Où sont les preuves? Un étudiant qui, c'est pas un étudiant, quelqu'un qui est à Camtel, quand vous voyez les chiffres d'affaires que ce monsieur a fait, un fonctionnaire, un enfant. Bien évidemment, le village joue. Savez-vous que le procureur du TCS est de l'Ouest? Si je le dis, on va dire, oh, mais je peux vous dire des petits arrangements où on a laissé les choses dériver, les choses. Absence de poursuite, absence de preuves, absence de convocation. On reprend les mêmes choses. C'est-à-dire, on essaie de boucher ce trou. C'est une occasion pour créer un nouveau trou. On essaie d'affermir les mailles du panier, mais on fait tout pour creuser encore des trous plus gros, parce qu'à chaque fois qu'une mission, une institution de lutte contre la corruption est créée, c'est une nouvelle façon, mais on appelle des gens. Le dossier est déjà ficelé, on leur dit, bon, on a ton dossier là. Bon,
C'est 200 millions. Sinon, vous êtes interpellé. À chaque fois qu'ils veulent aller dans les circuits, les maquis, peut-être en vacances, on t'appelle. Bon, ok. Il y a ton interpellation qui est déjà sur la table. Du chantage. C'est-à-dire que non seulement vous allez voler, on vous fait chanter. Les enquêteurs vous font chanter. Vous font chanter. Parce que ça vous devenez une vache à lait pour eux. Comme on dit la viande, on dit au pays. Et c'est ça qu'on veut. Voilà. Ah, il y a l'autre demande qui demande à qui la faute. Je ne sais pas si je vais vous expliquer. Je vous ai dit, je vous ai parlé de la chaîne de commandement. La chaîne de commandement. Le président de la République implémente quelque chose, mais les gens s'organisent à ce que ça traîne. Ça traîne. S'ils n'ont pas leur intérêt là-dedans, au bout de 6 mois, 1 an, tout le monde, la corruption règne à maître. C'est chacun qui a sa part. Chacun a sa part. Et tant que chacun a sa part, on peut laisser les Camerounais mourir de faim. Pas de soins de santé, pas de route. Le reste, ils s'en foutent éperdument. Donc, c'est de ça qu'il est question. La faute à qui? Si vous demandez à interpeller quelqu'un, et quand on va l'interpeller au bout de 2 ans, 2 ans, je vous ai dit, jusqu'à présent, le ministère des Finances ne s'est pas encore constitué partie civile dans la ferme Bongo. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Donc, voilà comment se passent les choses. On se protège. Non. Si celui-ci est franc-maçon, il protège son frère franc-maçon. La franc-maçonnerie qui est en Occident, ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Il y a des gens en Afrique qui sont entrés dans la franc-maçonnerie juste pour mettre un timbre. Juste pour une protection, pour se protéger dans le banditisme. En Occident, ce n'est pas ça la franc-maçonnerie. La justice en Occident est implacable. Et pourtant, elle est organisée par les francs-maçons. Mais quid de l'Afrique? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Non, mes chers amis, restons vigilants. C'est vous, le Cameroun. Nous devons garder notre pays debout contre ce prédateur qui font semblant de vouloir changer le système alors que c'est pour continuer à pérenniser leurs privilèges, leurs intérêts. Et puis bon, voilà. Combien de temps Mendoza a fait avant d'être condamné? Parce qu'on ne voulait pas libérer les preuves. Vous imaginez? 5 ans. On ne voulait pas libérer les preuves. On espérait qu'un jour il sera libéré. On parle de la crise anglophone. Quand vous allez à Magno, vers Manfé, vous écoutez seulement les radios nigérianes, les télévisions nigérianes. La CIA TV ne couvre pas là-bas. C'est quand même une question de souveraineté. Comment on peut avoir des citoyens extravertis qui regardent hors du territoire? Pourquoi? Parce que la CIA TV n'a pas développé des infrastructures autant de professeur Mendoza. M. Charles Ndongo essaie de faire tant bien que mal comme il peut. Beaucoup de choses se sont améliorées, mais beaucoup de choses encore restent à faire. Donc, tous ces gens, que ce soit Marafa, Kanto, Mbongo, c'est des gens qui cherchent à pérenniser, à protéger leurs avantages, leurs privilèges des acquis. Et puis, le reste, ils s'en foutent de nous. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Bien sûr, avec le concours de l'Occident, de la France, qui est prêt à soutenir ceux ou celui qui peut, n'est-ce pas, assurer ses intérêts, ses marchés au Cameroun. Et comme il voit que le président de la République n'assure plus ses intérêts, il le trouve récalcitrant, il le trouve pas docile, et il faut le faire partir. Donc, mes chers amis, c'est là où je vais m'arrêter. Espérons, bon, je ne pensais pas faire un direct aujourd'hui, mais l'actualité me l'a obligé. Mais je dis, il faut que je fasse de temps en temps parce que, vous voyez, il y a souvent des choses qui passent comme ça parce qu'il n'arrive pas, tu vous rentres du travail, tu vous êtes fatigué. Regardez à quelle heure il est déjà. Ça fait que je fais pas souvent des directs. C'est pas que je n'ai pas à dire.
peuvent vous entretenir avec des choses incroyables qui vont vous faire tomber au sol. Où sont les caterpillars du génie civil? Le président de la République avait dit que le génie, pas le génie civil, le génie militaire, avait dit l'armée va occuper une place de choix dans le Cameroun des grandes réalisations. Où sont les caterpillars? Mbongo est allé acheter aux États-Unis des engins de seconde main au prix du neuf. Et qui est. Ouais. Même si on déteste son pays. Non, on ne va pas parler de tout ça. C'est fatigant. Donc, on va se quitter. Et portez-vous bien, quoi. Salut. Une chose est sûre, c'est que les manœuvres de déstabilisation sont en cours au Cameroun. Mais tous les hommes politiques qui veulent prêter le flanc à cette déstabilisation se verront échouer dans leurs tentatives selon les observateurs de la scène politique camerounaise. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.